this night of nights, this All Hallows Eve, prepare to be scared, frightened, and disturbed. Happy Halloween. Amis mélomanes, bonjour, c'est Julien de Parlons BO. Un an déjà que Parlons BO a démarré, que j'ai ouvert le bal sur cette aventure. J'arrive pas à croire que ça fait déjà un an, ça passe très vite. Et un an, c'est l'occasion de tirer un tout petit bilan sur cette première saison. Alors avec des épisodes qui sont parfois un petit peu longs, sachez que j'en ai conscience, des morceaux qui ont pu être tout aussi longs. Donc j'ai décidé de prendre ça en compte en vous proposant à l'avenir, en tout cas en faisant en sorte de vous proposer un contenu un petit peu plus léger, de façon à le rendre un petit peu plus digeste. Quitte à vous proposer d'ailleurs les épisodes en plusieurs parties, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors un changement de micro sur le dernier épisode, un micro dont je suis franchement très content. Un changement de logiciel de montage, puisque je suis passé sur Reaper, de manière à élargir un peu le champ des possibles. Je prends des automatismes au fil du temps qui me font gagner du temps sur à la fois l'édition du script et sur le montage, ce qui me permet d'aller un petit peu plus loin dans l'expérimentation. Et j'ai envie à l'avenir d'essayer différentes choses, d'implémenter certaines possibilités, ce que je suis en train de faire ce soir d'ailleurs, actuellement, pour vous mettre dans une ambiance sympathique. Bref, les choses évoluent, j'ai d'autres projets en tête pour la suite. D'ailleurs, si vous avez des suggestions à me faire, des remarques, des envies, même des envies de collaboration, pourquoi pas, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis preneur de tout. On est en octobre, j'ai commencé mon podcast avec Halloween l'année dernière, et je vous propose donc de remettre ça avec en quelque sorte une seconde partie. J'aime bien cette période transitoire de l'année qui nous mène tranquillement vers l'hiver et j'aime beaucoup me replonger dans des films d'horreur ou d'épouvante que j'affectionne et en découvrir d'autres aussi. Je l'ai dit, cet épisode, c'est en quelque sorte une seconde partie et comme toute seconde partie au cinéma, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans le registre de la peur par rapport à ce que je vous avais proposé sur le dernier épisode qui était le tout premier du coup de la chaîne. Mais alors l'objectif là, c'est surtout d'essayer de vous démontrer quelque chose que j'ai moi-même mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'une musique de film illustre l'horreur ou la peur qu'elle n'est pas fascinante à écouter. Et surtout, elle n'a pas que la peur à offrir. Et ça, vous le découvrirez au fil de l'eau, parce que je vais vraiment tâcher de vous faire écouter des trucs somptueux. L'orchestration, la composition, l'arrangement, ce sont autant de détails qui prouvent que même pour ces films-là, on peut prendre au sérieux la musique et l'apprécier en dehors des films. Et ça, c'est quelque chose que je ne croyais pas possible il y a encore plus de 10 ans, on va dire. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je pense que le mieux, c'est d'aller directement vers le premier morceau. Alors éteignez les lumières, allumez les bougies de vos citrouilles et montez le son.
On est en 1992, Wojciech Kilar à la composition pour un des chefs-d'œuvre de Francis Ford Coppola, Dracula. On y retrouve un très jeune Keanu Reeves avec Winona Ryder, Gary Oldman dans le rôle de Dracula et Anthony Hopkins dans le rôle du professeur Van Helsing. Vous avez entendu une suite que j'ai assemblée avec l'intro du film, Dracula The Beginning, et puis on passe à The Hunt Builds, Mina Dracula et un très court passage du morceau composé essentiellement de chœurs et qui s'appelle sombrement The End, avec lequel j'ai essayé de répliquer la fin du film et le sentiment d'apaisement qu'on ressent après l'intensité de tout ce qu'on nous a montré et de ce que la musique nous a fait entendre tout au long du film. Ce Dracula composé par Wojciech Kilar est une œuvre gothique qui rend hommage aux techniques ancestrales de trucage au cinéma, puisque Coppola a utilisé des techniques de superposition à l'image, des plans inversés pour donner une impression extrêmement dérangeante, et on a aussi une palette de costumes incroyable, avec un hommage très appuyé à Gustav Klimt en ce qui concerne le dernier habit que porte Dracula à la fin du film. Musicalement, on est sur l'œuvre la plus emblématique de Wojciech Kilar. C'est une composition qui se caractérise par l'utilisation massive de chœurs, de cuivre, de percussions avec des cordes qui jouent dans un registre très gothique et mineur. Pour son film, Coppola voulait une composition classique et pour lui, c'est dans les pays de l'Europe de l'Est que se trouvent les meilleurs compositeurs classiques. C'est pour cette raison qu'il est allé chercher le Polonais Wojciech Kilar. Le compositeur utilisera un ensemble de 100 musiciens et 50 choristes pour donner ce son riche, gothique et massif. La musique joue son rôle à la perfection, puisque Kilar va jouer à fond la carte de l'épouvante, mais il y a une facette qu'il ne faut surtout pas négliger dans son œuvre, et c'est une facette qui transpire tout au long du film. C'est que ce Dracula de Coppola, c'est aussi un film romantique. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment dans le roman de Bram Stoker. D'ailleurs, le compositeur a écrit pour ce côté romantique du film un thème absolument magnifique, dont j'ai choisi la plus belle apparition pour créer cette suite. Le thème de Dracula que vous entendez au début et qui est joué au violoncelle est très noir, mystérieux, et pour autant, c'est bel et bien ce thème que le compositeur va remanier pour en faire une version romantique. Et en faisant cela, il crée le thème d'amour, le thème central du film. Un thème qui représente l'amour perdu de son vivant par Dracula, puisque Elisabetta, sa bien-aimée, s'est jetée dans une rivière en apprenant à tort sa mort, et c'est un événement qui va le pousser à embrasser les ténèbres. C'est une façon pour Kilar de nous rappeler que la damnation de Dracula est née de son amour profond, un amour qu'il retrouvera en la personne de Mina, qui est interprétée par Winona Ryder et qui, en quelque sorte, est une réincarnation de sa bien-aimée et pour laquelle il dira, et j'adore cette réplique, avoir traversé des océans d'éternité pour la retrouver. La musique de Kilar sera énormément remaniée par Francis Ford Coppola dans le film, et si bien que la version sortie sur CD, la version de la BO sortie en 2017 chez La La Land Records, est pratiquement la seule façon d'entendre l'intention première de Wojciech Kilar. On y retrouve toute la dimension classique du compositeur qui va écrire des partitions bien plus longues, répétitives, parfois beaucoup trop répétitives d'ailleurs. Ce qui explique la volonté du réalisateur de réduire ces morceaux pour les rendre plus efficaces et plus percutants dans le film. Alors, c'est sûr que parfois, moins c'est mieux. Cette dimension que les détracteurs peuvent appeler répétitive chez Kilar et que ses admirateurs qualifieront d'hypnotique fait totalement partie du style de Wojciech Kilar. Son influence classique fait que si l'on ne trouve pas de point de synchro à l'image comme il est tradition de le faire à Hollywood habituellement, ici, on a l'impression d'écouter une œuvre classique. Et c'est précisément ce que voulait Coppola. Pas de point de synchro, à part peut-être sur la partie romantique,
que vous avez entendu et qui illustre la scène où Dracula avoue à Mina être mort depuis longtemps et où elle comprend qu'il a assassiné son ami. Mais elle a beau comprendre tout cela, elle l'aime envers et contre tout. Et c'est là le drame que Coppola va apporter par rapport au livre originel. La musique va osciller entre parties dramatiques et romantiques pour illustrer les moments où Dracula et Mina vont se rapprocher. La volonté de Dracula dans le film, c'est de donner à Mina la vie éternelle en lui faisant boire son sang. Et puis, il décide de faire machine arrière en refusant de la damner pour que finalement, elle finisse par boire son sang de son plein gré. Et là, Killar va conclure la scène en déployant le thème romantique dans sa plus belle version. Voilà le type de variation qui caractérise Killar. Il arrive à vous faire ressentir l'essence de la scène sans même voir l'image. Killar est marqué par une autre influence que le classique, et c'est la religion. C'est un compositeur qui était très croyant et qui va écrire le score dans ce sens-là. Si vous réécoutez les dernières secondes de la suite que je vous ai proposée, qui se compose essentiellement de chœurs, eh bien, vous reconnaîtrez en ces chœurs quelque chose qui pourrait provenir d'une œuvre religieuse et qui sont là pour représenter la rédemption de Dracula qui finit par être sauvé par Mina. Son âme, à la fin du film, est sauvée. Ce Dracula de Wojciech Killar, c'est une œuvre sombrement élégante qui illustre parfaitement ce que j'aime dans la musique de films gothiques d'horreur. On a ce côté glacial, mais envoûtant à la fois. Danny Elfman, c'est un autre compositeur auquel je pense immédiatement lorsqu'il s'agit de musique gothique. Il a d'ailleurs manifesté son envie de mettre le film en musique à l'époque et a clairement dit que sa musique pour The Wolfman était un hommage à Wojciech Killar. C'est aussi, ce Dracula, un film intemporel. On pourrait réellement penser qu'il est sorti aujourd'hui parce que ce soit les techniques filmiques utilisées, les trucages, le montage, les décors, tout ça va donner au film son aspect classique, intemporel. La musique peut éventuellement trahir son âge, puisque de nos jours, et malheureusement, j'ai l'impression que je le dis à chaque épisode, mais les musiques de films sont de moins en moins thématiques, malheureusement. Donc un film dont la musique est profondément thématique va être daté. C'est malheureusement inévitable. Est-ce que vous êtes prêts pour le morceau suivant ? Parce que pour moi, clairement, vous n'êtes pas prêts. Bon, techniquement, il faudrait presque que je m'excuse pour celui-ci. Conjuring, un film sorti en 2013. C'est un film de James Wan sur une musique de Joseph Bishara. Je pense que c'est une des BO qui m'a le plus fichu la trouille avec celle d'Insidious, qui est du même réalisateur et par le même compositeur. Au casting, on retrouve Vera Farmiga, Patrick Wilson et Joseph Bishara,
le compositeur, dans le rôle de l'antagoniste principal du film, qui est la sorcière Bathsheba Sherman. Il joue aussi, d'ailleurs, si vous avez vu Insidious, eh bien, il y joue aussi le démon tout rouge là. Bishara, le compositeur, est issu du monde du métal. Il a travaillé au sein des groupes Prong et Danzig, et il est également issu du gothique, d'où sa fascination pour l'horreur et le côté sombre de la musique. Ce film, il faut vraiment le prendre comme une fiction, même si le folklore qui gravite autour se vante de nous raconter l'histoire vraie du couple Warren. Ce n'est qu'une fiction, évidemment. Ted et Lorraine Warren se prétendaient être des monologues et leurs arnaques ont depuis été clairement dénoncées. C'est un film extrêmement efficace où l'ambiance est superbement posée et où la musique va faire au moins 60% du travail. Alors c'est parfois un peu facile, c'est parfois un peu ramené au simple jumpscare, ok, mais il y a un travail de texture, d'orchestration qui est hors du commun quand il s'agit de films d'horreur. Je pense, et j'ai dit au début, mais que en ce qui me concerne, c'est peut-être ce qu'il y a de plus efficace de tout ce que j'ai pu entendre, à l'exception peut-être de James Newton Howard sur quelques passages de Sixième Sens. Et encore, c'est pas une peur viscérale que je ressens quand j'écoute la BO de Sixième Sens, ce qui n'est pas le cas quand j'écoute Conjuring ou même Insidious. Vous avez entendu Wall Searching et Which Comes Through. Si j'ai choisi de vous faire écouter un extrait de la BO de ce film, c'est parce qu'on est sur un registre extrêmement effrayant et efficace. C'est typiquement le genre de musique que je ne peux pas écouter dans le noir ou qui fera que je vais me retourner si je l'écoute seul, et je l'ai vécu au moment où j'ai calé le morceau. Je peux vous assurer que quand il a démarré, j'ai pas pu m'empêcher de me retourner. Il est tard, je suis du soir, d'accord. Enregistrer un épisode d'Halloween avec des musiques qui foutent la trouille à cette heure-ci, je sais pas si c'était une très bonne idée finalement, mais j'aime bien ce que je ressens. Alors, heureusement, j'ai fait en sorte de ne pas vous mettre quelque chose de trop long, parce que pour le coup, hors film, je pense sincèrement que c'est pas très agréable à écouter, à l'exception d'un morceau dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Au tout début du morceau, vous entendez des cordes stridentes dont je vais pas vous faire l'affront de vous les repasser, qui sont la quintessence de Bishara. Insidious s'ouvre avec un effet pratiquement identique. Ensuite, on entend une vocalise doublée d'effets stridents de cordes, puis l'évocation du motif de la sorcière prend plus de place. Cette vocalise représente Bathsheba, la sorcière, et sa possession de la mère de famille. C'est ici très direct, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est efficace. La BO est truffée d'effets de ce genre. Ici, on n'a pas d'aspect gothique, on n'a pas vraiment de thème, tout au plus le motif associé à la sorcière, et ça s'arrête là. Bishara préfère jouer sur la texture de la musique, sur les arrangements, l'orchestration, sans lui donner des développements. C'est pas la peine. Il va par exemple taper les cordes du piano avec un marteau, utiliser tout un tas d'instruments exotiques. Donc, on le voit, le tout reste volontairement très abstrait et souvent très agressif. Pour trouver un thème et de la douceur, il faudra attendre la fin du film. Et ce que vous entendez actuellement, c'est la participation d'un autre compositeur, en la personne de Mark Isham, qui va composer un joli thème pour représenter la famille qui vient d'échapper à la sorcière. D'ailleurs, le thème s'appelle Family Theme, je crois. Et c'est un thème qui tranche énormément avec le reste de la BO. Quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit, mais c'est bizarre, hein, on dirait qu'il y a deux têtes qui ont géré la musique du film, et je pensais pas à quel point c'était vrai avant de découvrir que c'était bien Mark Isham qui avait clôturé le film avec ce joli passage un petit peu pastoral. Alors, c'est un peu trop détaché du reste de la BO, à mon goût, parce que, voilà, je vous l'ai dit, à la fin du film, ça m'a choqué. D'un autre côté, il fallait bien finir le film avec une touche un peu plus légère,
Et je sais pas si Bishara est capable de composer quelque chose de léger. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont fait appel à un autre compositeur. Voilà pour Conjuring. C'est un film qui est très efficace. C'est clairement le meilleur de tous les films qui sont sortis. De toute façon, à partir du second, ça se casse clairement la figure. Mais celui-là a une place particulière parce que c'est l'époque où James Wan, dans l'horreur, ou tout court d'ailleurs, faisait de bons films. Et je mets vraiment en parallèle celui-là et Insidious. Pour moi, c'est vraiment un duo de films exemplaire dans l'horreur et dans ce qui marche, sans être, pardonnez-moi le terme, mais putassier. Eh bien, je parle de putassier. Alors, on va passer au film suivant. Et j'en dis pas plus.
On est en 1992, c'est un film de Sam Raimi qui fait partie de la saga Evil Dead. Et il s'agit de Evil Dead 3, en l'occurrence, avec le sous-titre L'Armée des Ténèbres, dans lequel on retrouve le héros, Ash, joué par Bruce Campbell. Alors oui, j'ai parlé de putassier juste avant, c'était pour lui, pour l'acteur, pour son jeu d'acteur, parce que il en fait vraiment des tonnes, mais ça marche super bien. Vraiment, ça fait film de série B, y a rien à dire, ça colle. Même si, en faisant cela, il est en rupture avec l'interprétation de son personnage sur les 2 films précédents, mais je pense que, c'est même sûr, c'était la volonté de Sam Raimi, puisque la mise en scène colle parfaitement avec son interprétation, mais j'y reviendrai plus tard. L'Armée des Ténèbres est la suite directe du second Evil Dead, où Ash, ayant combattu des démons dans un chalet reculé en pleine forêt, se retrouve aspiré en l'an 1300 en voulant se débarrasser d'un démon. Il ouvre un vortex temporel et il est aspiré avec sa voiture dans ce vortex. Ça aura une importance pour la suite. Le ou les démons ont aussi traversé ce portail temporel et Ash est accueilli en 1300 en sauveur et doit libérer le seigneur Arthur et ses sujets de ces démons qui ont aussi traversé le portail. Anachronisme et humour vont habiter ce film qui se montre bien plus drôle qu'effrayant. Et le héros, Ash, va être infiniment plus drôle dans ce film à cause du décalage entre l'époque de ce personnage et celle dans laquelle il est propulsé. Beaucoup de ses répliques sont empruntées à Duke Nukem, pour ceux d'entre vous qui sont gamers et qui savent de quoi je parle. C'est donc armé d'une tronçonneuse fixée sur son moignon, puisque sa main ayant été possédée dans le second volet, il a fallu qu'il se l'ampute. Et donc, dans ce 3e volet, Ash va, en récitant mal une formule magique, lever involontairement l'armée des morts, qu'il va devoir ensuite combattre. Alors, vous l'avez entendu en écoutant la musique, on est vraiment sur quelque chose qui est plus proche du film héroïque de pirates, de cap et d'épée, que d'un film d'épouvante horrifique. Sam Raimi a volontairement choisi de s'écarter du premier degré, ce qu'il avait déjà largement entamé avec le second volet, qui est en fait un remake du tout premier, pour aller vers la comédie héroïque et gothique, là, dans le 3e. Raimi voulait que Ash soit, à tour de rôle, menteur, une grande gueule, quelqu'un qui se préoccupe rarement d'autre chose que de lui-même, et sincèrement, plus il s'en prend plein la tête, et plus on l'aime, ce personnage, du coup. Après, on a aussi un volet de rédemption, puisque tout parcours du héros, à quelques exceptions près, doit mener vers une forme de rédemption. C'est-à-dire que s'il est le même à l'arrivée qu'au départ, clairement, il y a un problème. Je vous ai fait écouter la musique du générique de fin, parce que, sincèrement, à peu près, tout y est. La dimension du film s'entend à l'écoute. C'est une saga vraiment atypique chez Sam Raimi. Je l'ai dit, le premier film étant très premier degré dans l'horreur, le second avait plus de second degré, mais alors le 3e va aller beaucoup plus loin dans l'humour. Le premier film, lui, avait un budget assez limité, donc Joseph Loduca, pour sa musique, était lui aussi limité quant aux moyens qu'il pouvait mettre en place, donc l'ensemble orchestral était minuscule, beaucoup de cordes. Il n'avait pas les moyens de travailler avec un gros ensemble symphonique. Et pour le 3e, le second volet ayant très bien fonctionné, là on va lui donner plus de moyens, et ça s'entend. Le compositeur a approché le film et donc sa musique comme un hommage à Ray Harryhausen, qui était donc un créateur d'effets spéciaux très connu dans le milieu, avec des films comme Jason et les Argonautes ou Le 7e voyage de Sinbad. On pense en particulier aux scènes avec les squelettes. Quand vous regardez sur YouTube des extraits des films de Ray Harryhausen et vous regardez ensuite Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, vous verrez clairement l'inspiration qui a habité Sam Raimi. Ce que vous entendez en fond actuellement, c'est le générique du début du film. Et si vous connaissez Conan le Barbare, composé par Basil Paul Douris, forcément vous allez en reconnaître un peu le style. Mais il y a un autre compositeur auquel Joseph Loduca a emprunté la musique de façon encore plus flagrante, et c'est Bernard Herrmann. Un an après, j'y reviens. Pour ce film, Loduca a repris le thème de Cape Fear, Les Nerfs à vif en français, qui est un film de 1962, qui est donc un thème entendu au générique, lui aussi. Petit comparatif entre les deux,
Je vais vous passer les nerfs à vif et derrière je vous mets l'extrait de Evil Dead 3. Au passage, Les Nerfs à Vif a eu droit à un remake avec Robert De Niro en 1991 et ils utiliseront la même musique, le même score, la même partition, juste réorchestrée par Elmer Bernstein pour la rendre peut-être un petit peu plus moderne. Le premier thème entendu dans la suite est celui du Death Coaster. C'est un véhicule modifié à partir de la voiture de H qui a traversé avec lui le portail temporel et qui va devenir une espèce de char. Un hybride entre un char et une voiture blindée, modifiée, équipée d'un énorme moulin à l'avant qui, en tournant, lui permettra d'envoyer littéralement en l'air les squelettes qui viendront essayer de l'attraper. Et vraiment, toutes les scènes avec les squelettes sont extrêmement drôles. Il y a des lignes de dialogue qui n'ont rien à faire dans un film d'horreur. C'est presque du Muppet Show. On est sur une musique ici qui est très héroïque à la Errol Flynn et puis on change de registre avec ce qui illustre la partie horreur et fantastique du film parce que cette dimension-là existe quand même dans le film. Et je veux dire, Rémi, il va à fond. Quand il va dans l'horreur et le gore, il se fait plaisir. On y entend du coup des chœurs et des cordes qui jouent dans un registre très sombre pour la scène où Ash se trouve dans un cimetière et où il doit réciter la bonne formule qui débarrassera le monde des cadavéreux. Et évidemment, orgueilleux comme il est, quand on lui fait répéter la formule « Non, je vais m'en souvenir, il n'y a pas de problème », et quand il faut la réciter, il se trompe. Le thème maléfique du film arrive et là, on n'est plus dans la parodie. C'est ce que je vous disais. On est à fond dans l'horreur et c'est vraiment du premier degré. On est quelque part entre Danny Elfman et John Williams. Il y a un peu des aventuriers de l'Arche perdue par moment dans l'utilisation des cuivres. Un Danny Elfman qu'on va retrouver aussi sur cette BO, mais qui n'est pas présent sur ce que je vous ai fait écouter. Le réalisateur va lui confier l'écriture de La Marche de l'Armée des Ténèbres, dont, allez, je vous propose un petit extrait pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Sur Evil Dead 3, Joseph Loduca a pu se permettre de composer des passages de fantasy dans un score qui est quand même, à la base, censé être très horrifique. Et ce n'est qu'une palette de la diversité qu'offre la musique. Les scènes romantiques sont premier degré aussi. Je veux dire, le Love Theme est une lettre d'amour à l'âge d'or d'Hollywood et c'est juste magnifique. Vous l'entendez en fond là actuellement. Les éléments d'horreur ont été approchés avec le premier degré habituel. Les scènes avec les squelettes ont été approchées comme une musique de cartoon. C'est clairement quelque chose qu'on n'attend pas dans un film d'épouvante, mais on est dans un concept un petit peu hybride. Et quand le film part dans l'épique et l'action, Joseph Loduca y va à fond aussi. Donc finalement, cette BO, c'est un patchwork très dépaysant et hétéroclite que j'aime beaucoup revisiter. Allez, passons au film suivant, Mes petits trolls.
1988, second film de la saga Hellraiser, Hellbound, une musique de Christopher Young pour un film de Tony Randall avec Doug Bradley qui reprend le rôle iconique de Pinhead en Porky Pig sadomasochiste, Claire Higgins dans le rôle de la maléfique Julia et Ashley Lawrence qui interprète l'héroïne Kirsty. Alors vous avez écouté le premier morceau du film, Hellbound Second Sight Seance, que j'ai édité parce qu'il est bien plus long dans la BO. Ce second film, tout aussi sombre que le précédent, se focalise sur Kirsty qui, ayant survécu aux événements précédents, se retrouve en hôpital psychiatrique. Le directeur de l'établissement est obsédé par la fameuse boîte emblématique de la saga, qui, si manipulée correctement, permet d'ouvrir une porte vers l'enfer et vers le monde des Cénobites, qui sont des adeptes du plaisir dans la douleur, et qui sont des sortes de démons à la solde du grand antagoniste de la saga, Pinhead. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez un personnage revêtu d'un costume qui peut ressembler à un costume de prêtre, tout en cuir, de la tête aux pieds, Neo dans Matrix, chauve, avec des clous plantés sur la tête, et quelqu'un qui n'a pas vu le soleil depuis au moins 50 ans. En manipulant cette boîte, le directeur de l'hôpital psychiatrique va aussi ramener à la vie Julia, qui est donc l'antagoniste du premier film, qui reviendra des enfers, toute écorchée, et qui devra se trouver des victimes pour recouvrer sa peau. Jusque-là, c'est une redite du premier film, mais la suite va nous raconter l'origine du mal absolu de cette saga, qui est donc Pinhead. Pour parler de ce second film, je dois faire un détour par le premier. Clive Barker, réalisateur du premier film et très connu pour plusieurs œuvres horrifiques, a connu Christopher Young grâce à sa composition sur le second film de la saga Freddy. Lors de l'élaboration du premier Hellraiser, Barker a clairement énoncé à Young qu'il ne voulait pas que la musique illustre simplement le gore et l'horreur comme il l'avait fait précédemment sur Freddy. Ici, il est clairement question d'un personnage qui représente le mal absolu, très emblématique et en quête perpétuelle d'un désir à assouvir, d'une forme d'obsession. Cette quête pour le plaisir dans la souffrance, donc on est clairement sur du sadomasochisme, se ressent par le côté séducteur de la musique. D'ailleurs, Clive Barker va demander à Young d'écrire quelque chose qui lorgne plutôt du côté romantico-gothique. Et c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Si j'ai choisi ce second volet, qui est pourtant réalisé par une autre personne que Clive Barker, c'est parce que, étant donné que l'histoire va s'attacher davantage à expliquer les origines de Pinhead et qu'on va aller plus loin dans l'enfer, le compositeur Christopher Young utilisera beaucoup plus de cœur et son écriture sera d'ailleurs beaucoup plus massive, beaucoup plus élaborée, expressive et gothique. C'est une BO qui est en quelque sorte plus aboutie que la précédente et ça s'entend dès le premier morceau, puisque le premier passage entendu est le thème de ce second film et j'adore la première citation de ce thème qui est joué par les corps appuyés par des chœurs mystérieux et envoûtants. Et c'est un nouveau thème qui sera suivi par le thème d'Hellraiser repris du premier film. Dans ce morceau et au cours de la BO, on trouve des contrastes très impressionnants entre les moments les plus horrifiques et les moments les plus doux d'introspection, parce qu'il y en a quelques-uns. Des passages vraiment lyriques et poétiques. La musique a quelque chose d'envoûtant, d'hypnotique. J'ai découvert ces films assez jeune et c'est quelque chose qui m'a marqué lorsque je les ai vus la première fois. Quand on est moins âgé, notre imagination travaille à plein. Et la musique a joué un rôle très très important pour moi dans cette construction mentale du film. Dans ma façon d'imaginer ce qu'on ne me montrait pas. Et certaines limites techniques à l'époque, ou bien peut-être même était-ce une volonté du réalisateur, mais beaucoup de choses étaient suggérées à la fois par ce que les personnages racontaient et parce que la musique véhiculait. C'était une BO très impressionnante pour le gamin que j'étais et elle le reste totalement aujourd'hui. Tony Randall, le réalisateur de ce second Hellraiser, va, comme Barker, donner comme indication à Christopher Young de composer une musique digne d'un opéra
un opéra macabre, pour accompagner les horreurs qui sont montrées à l'écran. Il utilisera donc un orchestre de 110 musiciens et une section de chœur massive. Une autre caractéristique de cette BO, déjà présente dans le film précédent, c'est l'utilisation d'instruments décalés. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à trouver dans une musique, et encore plus peut-être dans une musique de film d'horreur. On va trouver un calliope. Vous savez, c'est cet orgue à vapeur qui évoque la fête foraine. Vous avez pu l'entendre dans la mini-série Ça, le clown tueur d'enfants, une série qui était passée sur M6 dans les années 90, dont je vous ai déjà parlé au cours de plusieurs, au moins d'un épisode. Et on l'entend aussi dans Batman Returns de Tim Burton. Donc c'est souvent une utilisation détournée qui, aujourd'hui, lorsque je l'entends, ne m'évoque jamais le côté festif et gai que je suis supposé ressentir en l'entendant. À cette introduction très opératique suit un passage beaucoup plus mystique et magnifique. Je parlais de côté introspectif, on est dedans. C'est très emblématique du style de Young dans les années 90. C'est un compositeur qui savait écrire des choses très, très dures, très baroques, très violentes, très gothiques, et qui pouvait employer une écriture beaucoup plus dépouillée au piano, cordes, et toujours dans un style très, très, très hypnotique. Ensuite, on glisse à nouveau vers le côté impressionnant de la musique avec des percussions métalliques, des cuivres qui se mêlent au chœur et qui préparent le retour du thème de Pinhead avec le thème d'Hellraiser, joué encore plus massivement et diaboliquement que dans le premier film. C'est grandiose, gothique, très spectaculaire. Vous vous doutez bien qu'il y a encore plus à découvrir en écoutant la BO et même ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure, je l'ai édité pour rendre le morceau plus court. C'est vraiment un style qui va coller à la peau de Christopher Young à tel point que Sam Raimi, sur son second film Spider-Man, insistera tellement auprès de son compositeur Danny Elfman pour qu'il colle au style de Christopher Young, ici ou là, qu'il rejettera carrément les parties déjà composées par Elfman parce qu'il en sera insatisfait et demandera à Young de le remplacer partiellement, ce que Elfman prendra, on le comprend, très mal. Donc sur Spider-Man 3, exit Danny Elfman, c'est Christopher Young qui composera presque intégralement l'intégralité de la BO, parce qu'il va y avoir un micmac pas possible avec intervention de différents compositeurs pour aider à boucler le film. Donc même là, on voit que ça restait compliqué. Et lorsque Sam Raimi fera son film d'horreur suivant, qui sera Jusqu'en Enfer, dont je vous conseille vraiment le visionnage si vous ne l'avez jamais vu, là, c'est un Christopher Young tout seul qui s'occupera de la BO, et c'est très, très réussi. C'est un film hyper fun, on y retrouve le même mélange horreur-humour, avec une prédominance pour l'horreur quand même. Voilà pour Hellraiser. Ça reste très violent à regarder. Le premier contient des passages absolument répugnant, mais il faut garder en tête, si vous le voyez, que tout ce que vous voyez à l'écran ne contient pas de trucage numérique. Ça a été fait pour de vrai, parfois filmé à l'envers, ça ne se voit pas. Et Christopher Young, avec sa composition, va apporter un côté romantique, un côté envoûtant et fascinant à ce qu'on est en train de regarder, alors que ce qu'on nous montre est assez répugnant à l'image, clairement. C'est la raison pour laquelle c'est un des films dont la musique est tout à fait écoutable sur CD, parce que c'est construit comme une œuvre à part entière. Bien, continuons notre voyage horrifique avec le morceau suivant.
1982, magnifique année, tout à fait objectif. Vous avez écouté une composition de Jerry Goldsmith qui est capable de nous composer la musique de Brisby et le secret de Nîmes, mais aussi un petit peu plus tôt, donc Poltergeist, réalisé par Steven Spielberg. Ah non, pardon, on me dit dans l'oreillette que c'est Toby Hooper, figurez-vous. Spielberg l'a coécrit et produit, mais si je blague autour de ça, c'est parce qu'il est de notoriété publique, et ça se voit en le regardant que le film ressemble quand même davantage à du Spielberg qu'à un film de Toby Hooper, qui était donc Hooper, le réalisateur, entre autres, de Massacre à la tronçonneuse. C'est d'ailleurs Spielberg qui choisira Jerry Goldsmith pour ce film et il dira lui-même avoir exclusivement travaillé avec Spielberg en post-production et non Hooper. Donc ça confirme quand même l'idée que c'est surtout un film de Steven Spielberg. Pour ce film, je vous ai créé une suite composée de The Calling, Let's Get a Rebirth et Carol Ann Theme. Sachant que pour ce dernier, j'ai opté pour la version sans chœur parce que plus dépouillé, je trouvais ça plus joli. Alors vraiment, j'ai fait en sorte de vous créer une suite représentative de ce qui me plaît tant dans cette BO, au nez à la fois dans le mystère, dans l'épouvante gothique et dans le romantisme. Superbe réédition de 2010 chez Film Score Monthly avec une remasterisation qui à l'époque déjà était supervisée par Mike Matessino qui est un grand nom chez les amateurs de la musique de film puisque c'est l'un des meilleurs ingé-sons du milieu en plus d'avoir des contacts chez différents studios et parmi certains compositeurs. Déjà 2010, à cette époque-là, il avait réussi à localiser les enregistrements d'origine dans leur version complète et il a réussi à leur appliquer une restauration qui rend totalement justice à cette œuvre majeure de Jerry Goldsmith. Ici, le compositeur a écrit sa musique en évitant le piège de faire de l'horreur gratuite et vulgaire et de la peur facile. Il a écrit sa partition pour raconter une histoire d'amour, celle d'une famille qui a perdu leur fille enlevée par des esprits maléfiques et qui vont tout faire pour la retrouver dans cet endroit mystérieux par-delà le monde des vivants. Un monde qu'on ne verra jamais d'ailleurs, qui sera suggéré. L'enfant en parlera, la musique le suggérera et ça suffira à faire travailler notre imagination. Goldsmith voulait créer une accroche musicale que le public reconnaîtrait facilement, alors il a composé une petite comptine enfantine qui deviendra le thème de Caroline. Pour le reste de la BO, un des challenges de Jerry Goldsmith sera de parvenir à écrire sur des séquences où les effets spéciaux sont absents de l'image sur laquelle on lui demande de composer. On est en 1982, on imagine sans mal les limites technologiques qui ne permettaient pas à cette époque aux compositeurs de prévisualiser quoi que ce soit. Comme ce fut le cas d'ailleurs pour Christopher Young sur Hellraiser 2. Ici aussi, il a fallu donner des indications aux compositeurs et c'est peut-être pour cette raison que souvent, à cette époque, la musique était bien plus effrayante ou en tout cas bien plus efficace que ce qui nous était en réalité montré à l'écran. Parce que c'est bien l'imagination du compositeur qui guidait son écriture. C'est donc à cette étape de l'écriture de la BO que la collaboration entre Goldsmith et Spielberg va être déterminante puisque c'est Spielberg qui lui expliquera en détail à quoi la scène finalisée va ressembler. Le compositeur a bénéficié d'une période anormalement longue pour travailler. Dans ce milieu, il n'est pas rare de ne disposer de seulement 3 semaines à 1 mois pour tout faire, composition et enregistrement compris. Ici, Goldsmith a eu 15 semaines durant lesquelles il va travailler étroitement avec Spielberg jusqu'à préciser que finalement, ils ont tous les deux travaillé sur la musique. Goldsmith cite souvent une scène du film où un fantôme descend les escaliers de la maison et qui devait être pratiquement 2 fois plus longue à l'origine. La musique avait déjà été enregistrée, donc impossible de lui faire adapter la partition. De fait, sa musique a été coupée en post-production pour coller à l'image. S'il parle souvent de cette anecdote, si moi-même je vous en parle, c'est parce que c'est quelque chose de récurrent à Hollywood. Un compositeur doit toujours garder à l'esprit que, même s'il passe un temps fou à écrire et à fignoler sa musique, à choisir les meilleurs musiciens, il y a de fortes chances à l'arrivée pour que sa composition passe au second plan. Soit parce que la musique sera sous-mixée, masquée par le mixage des effets sonores, soit parce que le réalisateur décidera de couper
ou de ne pas utiliser toute ou partie de ce qu'il a composé. La première partie de la suite The Calling, avec son motif descendant, correspond à la scène où la petite fille Carol Anne se trouve devant le poste de télévision familiale et semble parler à quelque chose qui se trouve de l'autre côté de l'écran. Alors nous, en tant que spectateurs et ses parents, verront la même chose, c'est-à-dire des interférences, c'est tout ce qu'on nous montre à voir. Des interférences sur l'écran, vu qu'à cette époque, dans les années 80, les chaînes de télé américaines se contentaient de couper simplement le signal à la fin du dernier programme diffusé. Goldsmith va utiliser la combinaison de deux sons mystérieux qui semblent synthétiques et qui sont pourtant 100% réels. Le premier, c'est un son qui est créé à partir de tiges métalliques creuses qui sont frottées. C'est ce que vous entendez là en ce moment. C'est un son qui a aussi été utilisé par Alan Silvestri dans Retour vers le futur lorsque la DeLorean nous est présentée pour la première fois quand elle descend du camion. Le second son est créé par le frottement d'une scie avec un archet. Et c'est le premier son que vous entendez, cette espèce de son basseux descendant. C'est un son très grave et descendant. Et clairement, ces sons servent à nous laisser entrevoir le caractère mystérieux et fantomatique, maléfique, de l'interlocuteur de Carol Anne qu'on n'a pas encore vu. Ensuite, on passe à Let's Get a Rebirth, et là, c'est la scène centrale du film, le climax, où les parents, aidés par une médium, tentent de faire sortir Carol Anne, qui donc se trouve dans ce monde au-delà des vivants, au travers d'un portail dont l'entrée est présente dans l'armoire de sa chambre, la sortie étant juste en dessous, au niveau du plafond du salon. Ici, on retrouve des chœurs. C'est une idée de Spielberg, d'ailleurs, qui va expliquer à Goldsmith que cette scène de portail vers un autre monde devait avoir un caractère quasiment religieux. Et en même temps, le compositeur a illustré la présence inhumaine qui tourmente cette famille en retenant leur fille. On entend donc un arpège absolument obsédant et magnifique qui représente ce portail, ce phénomène paranormal. C'est un arpège qui est interrompu brutalement à plusieurs reprises lorsque des balles sont jetées à l'entrée du portail afin de s'assurer de la localisation de sa sortie. Un clash de cymbales suivi du magnifique thème de la lumière se font entendre lorsque Carol Anne, portée par sa mère, traverse le portail du plafond, couverte d'ectoplasme. Puis j'ai enchaîné avec le très joli thème de Carol Anne pour clôturer la suite. Alors, si vous avez vu le film, vous savez qu'à ce stade-là, l'histoire n'est pas terminée. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous savez quoi regarder pour Halloween. Poltergeist est un film que j'aime beaucoup pour tout ce qu'il ne nous montre pas et que la musique nous fait imaginer. Ce monde dans lequel Carol Anne est retenue captive par la bête, les esprits qui sont maintenus captifs par cette présence maléfique et qui a besoin de l'énergie de la petite fille pour les garder sous son emprise. J'adore l'ambiance, j'adore la colorimétrie, les effets qui sont très marqués Spielberg. Si vous vous mettez en tête d'ailleurs que c'est un film de Steven Spielberg, vous remarquerez qu'il a son empreinte sur tout le film, y compris vous savez, ces gros plans emblématiques que fait souvent Spielberg sur les acteurs, avec les cheveux qui volent dans le vent. Vous les avez, ils sont présents. Donc c'est avant tout un film caché de Spielberg. Et vraiment, j'insiste, mais regardez-le, vous allez kiffer. Bien, passons à l'avant-dernier morceau de cet épisode. Je suis long, tais-toi, mais tais-toi, oui, je me tais.
On est en 2001, ce n'est pas un film, mais un jeu vidéo, Silent Hill 2. Le compositeur est Akira Yamaoka, le réalisateur Masashi Tsuboyama, et le morceau s'appelle Theme of Laura. Preuve que le jeu vidéo est souvent très proche du cinéma, cette saga a été portée au grand écran par le réalisateur français Christophe Gans, qui est un fan absolu de ces jeux. De quoi parle le jeu ? James Sutherland reçoit une lettre de sa femme Marie, décédée 3 ans auparavant, l'invitant à la retrouver à Silent Hill. Et nous, joueurs, pendant tout le jeu, on va chercher des réponses et le personnage va plonger dans Silent Hill, qui est une ville hantée par le brouillard, les monstres, mais aussi les propres démons intérieurs de nos personnages. Alors oui, techniquement, on ne peut pas dire que la musique fasse peur, elle est extrêmement cool. On est entre du rock très péchu et un rock assez mélancolique. Bref, c'est du plus bel effet. Cette musique est absolument indissociable des jeux. Ils ont une ambiance incroyable qui est due en grande partie aux limitations techniques de l'époque à laquelle ils sont sortis. Quand une console ne peut pas afficher une grande distance d'horizon, c'est quand même bien pratique de trouver un stratagème pour justifier l'obstruction de cet horizon. Et là, le brouillard va donc être énormément contributif de cette ambiance fantomatique dans cet univers. Le compositeur dira avoir été énormément influencé par Angelo Badalamenti pour le reste de la BO. Si vous connaissez les films de David Lynch, vous connaissez Angelo Badalamenti, même sans le savoir. Là, j'ai pas choisi les morceaux qui correspondent vraiment à cette influence. Je vous invite à écouter la musique de Silent Hill. C'est moins radiophonique que ce que je vous ai proposé là. C'est intéressant, mais à l'écoute, je pense que c'est pas pour toutes les oreilles. N'hésitez pas à le visiter ou le revisiter si vous ne connaissez pas cette BO. Il va créer une musique, justement, qui est très industrielle, qui est très froide, et par contre, qui va parfaitement coller à l'ambiance visuelle du jeu, mais qui, ce que je viens de dire, hors film, hors jeu, lapsus, hors jeu, sera très difficile à écouter. Ce morceau que je vous ai fait écouter, Akira Yamaoka l'a composé en 2 ou 3 jours à peine, et il est en plus responsable de tous les effets sonores du jeu jusqu'au mixage final des musiques dont il est compositeur. Bref, côté son, c'est pas compliqué, le mec a tout fait. Ce morceau, même s'il s'appelle Theme of Laura, n'a pas du tout été composé pour le personnage de Laura. Le compositeur explique dans une interview que la première cinématique du jeu qu'il a pu voir était celle de Laura, et que donc il a commencé son travail en donnant le nom du morceau à ce personnage. Malheureusement que la première chose qu'il a vue, c'était pas un hot dog. Il explique aussi que cette musique est un mélange folk japonais et de vieilles comptines japonaises. Il motive ce choix par la volonté d'écrire quelque chose de profondément ancré dans sa culture japonaise pour offrir aux joueurs du monde entier quelque chose que ne pourrait pas créer un compositeur non japonais. Et ça s'entend. Tout en veillant à ne pas désarçonner ces joueurs étrangers. D'où l'habillage un peu rock. La guitare, la batterie, tout cet habillage semble familier, mais la mélodie, elle, est assez exotique pour nous faire remarquer qu'on est sur quelque chose de différent. Si on décrypte la musique, et vous savez que j'adore faire ça, pour le coup, je vais devoir spoiler le jeu. Donc là, vous êtes prévenus. La guitare pourrait symboliser la voix de la femme de James, Marie. Lorsque vous terminez le jeu, vous vous apercevez que Marie est en réalité morte des mains de son mari parce qu'il ne supportait plus de la voir souffrir à cause de la maladie. Ensuite, on a de la batterie et même des cordes. Traditionnellement, on peut s'entendre sur le fait que les cordes sont là pour amener les émotions, en l'occurrence celles qui hantent James, qui refuse de voir ce qu'il a fait. Et elle contraste avec la batterie qui, elle, semble par contre donner une idée de persistance. Comme James qui avance pour avoir des réponses, inconscient que les monstres qu'il croise sont le reflet de ceux qui le tourmentent, nous, on va découvrir au fur et à mesure la réalité de ce qui nous est proposé. C'est un jeu dont la mise en scène est extraordinaire, l'univers sonore est fou, l'univers visuel tout droit sorti d'un cauchemar, et vraiment, la musique d'Akira Yamaoka fait 60-70%
du résultat final. Je dis musique, parfois c'est plus proche des effets sonores. De toute façon, il a créé les deux, donc la frontière entre les deux peut être relativement floue. Si vous n'avez jamais fait ces jeux, sincèrement, faites-les. En tout cas, ce Theme of Laura, c'est le morceau emblématique de cette saga, et je pense que même si vous ne connaissez pas ces jeux, vous êtes laissé happer par l'ambiance. Allez, il est temps d'aller vers le dernier morceau de l'épisode, et pas des moindres.
Un petit bijou sorti en 2007, on n'est pas loin du chef-d'œuvre, hein, très franchement. Un film réalisé par Juan Antonio Bayona et mis en musique par mon compositeur espagnol favori, Fernando Velázquez. Le film, c'est L'Orphelinat, que j'ai revu récemment pour préparer l'épisode. J'en avais étrangement gardé un souvenir assez lambda, en dehors de la musique, et bon, j'ai versé ma larme à la fin. Je l'ai regardé dans l'avion, alors j'ai tout fait pour rester digne, mais sincèrement ça n'a pas été facile. Ce final me va toujours droit au cœur. C'est un film de fantôme avec un gros truc en plus que je ne peux absolument pas aborder, tant il faut que vous voyiez ce film. Alors, vous avez entendu une suite que j'ai assemblée avec Simon's Little House et Reunion and Finale. Dans ce film, on suit Laura, une femme qui a grandi dans un orphelinat et qui décide d'y retourner avec son mari et son fils afin de réhabiliter l'établissement pour accueillir des enfants handicapés. Peu après leur arrivée, leur fils leur dit avoir un ami invisible qui parle avec lui et je vais m'arrêter là au risque de trop en dire. Mais vraiment, ce n'est pas le film de fantôme auquel vous pensez. Tout ce que je peux rajouter, c'est que le réalisateur, Bayona, ne verse pas dans l'épouvante gratuite. C'est toujours poétique et le mal n'est pas là où on le croit. Revenons à la musique. Velázquez, avant d'être compositeur, était violoncelliste, un instrument qu'on retrouvera de façon assez proéminente dans ses BO. Au niveau de la méthode, Velázquez explique que sur chaque film, il faut s'y prendre différemment pour ne pas se répéter. Et je pense que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'artistes. Pour ce film, il a été clair pour le compositeur et le réalisateur qu'il fallait commencer à composer la fin de l'histoire parce que c'est le moment où le thème brille dans son entièreté et pour ensuite le déconstruire, altérer ses harmonies, le déstructurer tout au long du film. De cette façon, il avait une base de laquelle il pouvait s'éloigner tout en étant certain de revenir à la source sur la fin du film. Fernando Velázquez va citer Poltergeist comme influence au travers de la berceuse composée par Jerry Goldsmith pour Carol Anne et Velázquez va composer un thème qui va dans le même sens sans chercher à imiter Goldsmith. Le reste de la BO est très mystérieuse, gothique, effrayante évidemment, mais le thème final que vous avez entendu dans sa plus belle version, aussi déstructuré soit-il au long du film, se fera entendre très régulièrement comme un fil rouge. De façon à ce que quand on arrive à la fin et qu'on peut l'entendre dans son intégralité, on est en territoire connu tout en se laissant cueillir par l'émotion. C'est parce que la partition est thématique que lorsque la fin arrive, vous en prenez plein les oreilles et que vos yeux peuvent s'embuer un petit peu. La première partie de la petite suite que j'ai créée, Simon's Little House, monte en intensité après un glissando au violon qui donne la chair de poule. J'ai volontairement voulu vous faire entendre ça parce que je trouve que c'est à la fois fascinant de beauté et très efficace niveau frisson. Ensuite, on monte en intensité avec des chœurs qui sonnent presque comme une révélation biblique, alors que la révélation vient à la fin de ce passage. Puis, j'ai basculé sur Reunion and Finale, duquel je ne peux pas vous dire grand-chose sur ce qui se passe à l'écran, sinon que ce morceau apporte un réconfort incroyable après tous les événements du film, et l'arrangement, du coup, est très chaud. Velázquez insère des chœurs, les cordes, le corps en arrière-plan, et clôture à merveille cette belle histoire avec une mélodie absolument divine. Même si c'est un film d'épouvante, enfin, entre autres, l'approche de Velázquez ne sera pas de mettre en musique ce film comme un banal film qui fait peur. Certes, on va trouver des passages de jumpscare très efficaces, mais au final, il y en a très peu. Ce qui va intéresser Velázquez, ce qui va intéresser Bayona, c'est de suivre le voyage intérieur de ces personnages, leur évolution, jusqu'à ce final cathartique d'une absolue beauté. Ce que j'aime particulièrement dans la musique de Velázquez, c'est qu'il a la faculté de faire vraiment peur quand il le faut. Regardez Mama, si vous ne l'avez pas vu, c'est un très bon exemple de ce qu'il est capable de faire dans ce qu'il y a de plus effrayant.
Donc il est capable de faire peur, de mettre mal à l'aise, mais aussi de libérer énormément d'émotions en écrivant une musique absolument magnifique qui témoigne d'une composition d'une extrême sensibilité. Il sait à peu près tout faire, sauf peut-être le registre de l'action, mais par contre comédie, romance, frisson, c'est toujours extrêmement soigné. Je pense que j'ai jamais trouvé une BO de Velasquez pour laquelle je me suis dit franchement c'est moche. C'est une BO pour laquelle Velasquez a été nominé aux Goya Awards 2008. C'est l'équivalent pour nous des Césars ou des Oscars, mais ces derniers ont une portée plus internationale évidemment. Avec l'orphelinat et ce final magnifique, vous êtes face à une composition typique de ce que Velasquez fait de plus beau, et c'est bien la raison pour laquelle j'aime énormément ce compositeur que je tenais absolument à vous faire écouter cette musique. Je reviendrai sur Velasquez à l'occasion d'un autre épisode. Je ne sais pas encore quel sera le prétexte, mais je sais que j'y reviendrai, c'est obligé. Et bien nous voilà à la fin de cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à me fondre à nouveau dans l'univers des musiques d'épouvante. Mais j'espère que vous avez remarqué à quel point il y a toujours plus que le simple aspect horrifique dans les films et les musiques que j'apprécie. On y trouve toujours quelque chose de lyrique, de poétique, qui sont du domaine du conte, et même dans ce domaine, la musique de film ou de jeux vidéo peut offrir des compositions qui méritent amplement d'être écoutées et réécoutées. D'autant plus que de nos jours, on a la chance d'avoir des labels de musique qui, grâce à des collaborateurs ayant des contacts à Hollywood, arrivent à localiser les enregistrements d'origine avant qu'ils soient altérés pour construire le film. Donc, ils nous permettent d'entendre ces enregistrements comme le compositeur l'avait imaginé. Sur Dracula, ce que vous avez entendu, ce dont je vous ai parlé au tout début, c'est exactement la même chose. Une réédition récente permet 40 ans plus tard de découvrir les versions intégrales et ou alternatives de ce qu'on a pu entendre à l'écran ou sur CD initialement. Et moi, je trouve ça magique. Il y a presque quelque chose de l'ordre de l'archéologie là-dedans. Bon, écoutez, j'avais dit que je ferais plus court. Je pense que le pari est un petit peu raté, mais j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Je suis très pris quand je commence à me lancer dans des explications. Donc, ne mentelez pas, à rigueur, s'il vous plaît. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, surtout. On va, comme toujours, se laisser avec un morceau bonus. Je vais vous faire écouter un morceau du film 28 jours plus tard. Ça fait beaucoup de jours. Je vais vous faire écouter un morceau du film 28 jours plus tard, composé par John Murphy pour un film réalisé par Danny Boyle et sorti en 2002. C'est un film vraiment à part dans le film de zombies, un film dont certains passages sont très contemplatifs et poétiques. On y suit Jim qui, après qu'un virus extrêmement contagieux ait décimé la population britannique, se réveille d'un coma et va tenter de trouver d'autres survivants pour essayer de survivre à son tour. Boyle a utilisé de simples caméras numériques DV, les petites cassettes numériques époque début 2000, avec une résolution de 480p. Alors le résultat, c'est qu'on a davantage l'impression de regarder un documentaire qu'un film par moment, et la musique de John Murphy va venir appuyer le côté sale, viscéral de l'image, et le montage hyper nerveux de Boyle va renforcer ce sentiment. Dès les premières notes à la guitare que vous allez entendre, on sait qu'on est sur quelque chose de franchement pessimiste. En gros, Murphy nous dit que les choses ne peuvent pas s'arranger, le virus est là, le monde court à sa perte, et il faut maintenant passer son temps à fuir pour essayer de survivre. Vous verrez que l'intensité ne fait que monter, et qu'à son paroxysme, on sent toute la violence que les personnages doivent déployer, non seulement pour survivre aux infectés, mais aussi aux non-infectés. Puis vous serez apaisé par un final qui est joué par un solo de guitare et qui laisse penser que même dans un monde apocalyptique, on peut trouver du réconfort à défaut de trouver de l'espoir. C'est un morceau emblématique du film, de la saga même, puisqu'il y a 3 films aujourd'hui et qu'il sera réutilisé dans plusieurs films, le numéro 2, le numéro 3. Il sera utilisé dans des pubs, dans des remixes d'ailleurs, qui sont du fait même du compositeur. Il a remixé ce morceau dans le film Kick-Ass ou dans La Dernière Maison sur la gauche, si je ne fais pas d'erreur. Le morceau s'appelle In the House,
in Heartbeats. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer de belles fêtes d'Halloween. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. C'était Julien de Parlons BO. Ciao.